Il y a quelques jours, on me demandait de rédiger une préface pour la réédition d'un livre biographique consacré à José Antonio Primo de Rivera. Aujourd'hui, il m'est fait l'honneur de vous parler de Charles Maurras et du pays réel. Et le 13 mai prochain, nous organiserons avec Civitas l'hommage à Sainte Jeanne d'Arc, hommage traditionnel, annuel, auquel je vous convie tous. Et c'est ce genre d'actes, de témoignages, d'un héritage dans lequel nous ancrons notre engagement politique qui fait que quelqu'un comme moi a envie, jour après jour, de continuer à œuvrer malgré les attaques, les critiques, les vociférations de nos adversaires. C'est savoir que, à travers l'action que nous menons, nous pouvons entretenir le souvenir et l'héritage de tous ces grands personnages qui ont bataillé pour leur patrie, pour Dieu et leur patrie. Oui, on pourrait se demander a priori quel est le point commun entre José Antonio Primo de Rivera, Charles Maurras et Sainte Jeanne d'Arc. C'est qu'ils ont tout donné jusqu'au sacrifice de leur vie pour Dieu et la patrie. Sainte Jeanne d'Arc a donné sa vie, sa courte vie de jeune fille, jusqu'à mourir sur le bûcher pour Dieu et la patrie. José Antonio Primo de Rivera en Espagne a tout donné de son existence pour Dieu et pour la patrie, jusqu'à mourir exécuté à 33 ans, l'âge du Christ en croix, pour Dieu et sa patrie. Et Charles Maurras, eh bien, au long de, pour lui, une longue existence, a, quoi que pourraient en dire certains, tout donné pour Dieu et pour la patrie, au point de passer de longues années emprisonné, condamné en 1945 pour intelligence avec l'ennemi, lui qui a tant dénoncé l'Allemagne, lui qui était considéré comme un germanophobe, condamné pour intelligence avec l'ennemi parce qu'il avait tout donné pour Dieu et la patrie. Et le pauvre a passé de longues années en détention, en prison d'abord, puis en hôpital enfermé, en considérant que son état de santé ne permettait plus de le conserver dans une forme de prison traditionnelle. Et il est mort donc emprisonné, soigné, certes, entouré de médecins, d'infirmières, mais emprisonné. Il a perdu sa liberté pour sa fidélité à son combat pour Dieu et la patrie. Eh bien, ce sont ce genre de modèles, de personnages qui acceptent tous les sacrifices pour Dieu et la patrie, qui doivent en permanence éveiller nos âmes, réveiller nos âmes, et particulièrement celles des plus jeunes qui sont ici. Ayez en tête ces modèles qui doivent nous guider jour après jour, quelle que soit l'adversité que nous rencontrons. Nous qui vivons dans une société certes ô combien décadente, certes ô combien démoralisante, certes ô combien répugnante par tout ce que l'on peut observer comme vice, comme travers, comme compromission, comme pourrissement de notre civilisation. Mais, vous êtes des héritiers.
Et parce que vous êtes des héritiers, vous n'êtes qu'un chaînon et vous devez transmettre. C'est en ayant en permanence à l'esprit que des gens ont tout donné, ont donné leur vie même. Jeanne d'Arc, cette petite jeune fille dont rien ne semblait la prédestiner à devenir celle qui allait mener l'armée française, celle qui allait conduire le dauphin jusqu'au sacre à Reims. Primo Antonio de Rivera, un grand d'Espagne, qui n'avait a priori pas de raison de perdre tout le confort qu'il aurait pu continuer à entretenir, mais qui pourtant a choisi un engagement jusqu'à l'amener à renoncer à fonder une famille, à avoir un mariage, des enfants, une vie facile, aisée. Il a tout sacrifié en connaissance de cause, en sachant que son engagement le mènerait jusqu'au peloton d'exécution, mais en sachant que son sang versé allait éveiller les consciences de son peuple. Et Charles Maurras, oui, qui a tout donné pour que les Français prennent conscience de l'importance de Dieu et de la patrie pour conserver l'éternité de la France. Alors, je sais que, évidemment, il y a volontiers une réécriture de ce qu'a été Charles Maurras, de ce qu'a été l'Action française. Et aujourd'hui, eh bien, certains pourraient se demander si Charles Maurras a bien effectivement consacré sa vie à Dieu et la patrie, compte tenu qu'il a notamment aussi été condamné à un moment par l'Église, par Pionce. Mais oui, malgré cette injustice, et malgré son agnosticisme, il a consacré son combat à Dieu et à la patrie, jusqu'à enfin, à la fin de son existence, trouver la foi et trouver la grâce de toucher le doigt de Dieu. Alors je voudrais que l'exposé que je vous fais en ce moment soit illustré de propos de Charles Maurras pour confirmer ce que je vous dis. Alors, par exemple, sur sa volonté d'ancrer le combat qui était le sien et celui de l'Action française sur Dieu et la patrie, eh bien, ceci qui, sans doute, n'est plus aujourd'hui très en vogue dans certains milieux, y compris qui se disent héritiers de Maurras, mais qui édulcorent son discours. Sans Dieu, plus de vrai ni de faux, plus de droit, plus de loi. Sans Dieu, une logique rigoureuse égale la pire folie à la parfaite raison. Car sans Dieu, le principe de l'examen subsiste seul, principe qui peut tout exclure, mais qui ne peut fonder rien. Oui, c'est l'étonnant enseignement de Charles Maurras, c'est que malgré son agnosticisme, malgré cette période dans sa jeunesse qui a été celle de la révolte, entre ses 14 ans et ses 25 ans, cette révolte contre Dieu en raison de sa surdité, eh bien, ensuite, Maurras a d'abord compris l'importance, la force, l'essentialité de la foi, de l'Église catholique, de Dieu, dans l'équilibre indispensable d'une société, dans l'ordre, l'organisation de la France pour laquelle il était prêt à tout donner. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point le combat patriote,
le combat identitaire, le combat nationaliste, si généreux, si gratuit soit-il, n'est rien, ne mène à rien sans Dieu, sans la foi, sans la compréhension que c'est sur le socle, l'enseignement du catholicisme que peut se redresser la France éternelle, la civilisation à laquelle nous sommes tant et tant attachés. Charles Maurras a un mérite extraordinaire qui doit absolument encore et encore rester à notre esprit, c'est qu'il a démontré, répété, jusque son lit de mort, que la France n'est pas la République. Eh bien, nous qui voulons sauver la France, qui voulons redresser la France, ayons-en conscience, répétons-le à ceux qui prétendent faire de la politique pour le salut de la France, mais qui n'ont à la bouche qu'électoralisme, que compromission, que soumission à ces pseudo-valeurs républicaines. Oh, je ne voudrais évidemment pas me lancer dans une charge contre toute une série de figures de la soi-disant droite nationale qui occupent jour après jour les plateaux de télévision et qui n'ont que dédain, que mépris pour ce genre de réunion qu'ils considèrent être non rentables, non politiquement correctes. Ce que nous disons, ce que nous faisons, cela ne mène pas au pouvoir, n'est-ce pas ? Mais la compromission, mais la lâcheté, mais le reniement, mais la trahison, cela conduit-il au pouvoir ? Oh, on ne voit que trop depuis tant d'années à quel point certains sont prêts à ramper jusqu'à Yad Vashem, ramper jusqu'à Tel Aviv pour emporter un brevet de respectabilité. Cela relie tout. Cela insulte le combat de nos ancêtres. Ceux-là vont jusqu'à censurer les écrits de Charles Maurras pour prétendre obtenir à une néo-action française l'occasion d'être acceptable par le pouvoir, par le régime. De la même façon que nous voyons ces évêques de France, si peu fidèles au Christ, se montrer si accueillants pour un Macron à qui ils promettent un nouveau ralliement qui n'est que nouvelle trahison. Nous répétons qu'il n'y aura pas de salut sans la fidélité au Christ roi, la fidélité à la mission divine de la France, la nature aussi extraordinaire du pays réel. Lorsque tout va mal, lorsque la foi semble à ce point remise en cause, même par des clercs qui trahissent, lorsque la nation, la patrie, semble trahie et bradée, même parmi ceux qui prétendent incarner le combat national, eh bien il faut que, oui, nous allions réveiller ce pays réel. Réveiller ce pays réel chez qui il subsiste ce bon sens. Charles Maurras a eu cette capacité à montrer l'opposition
entre le pays réel et le pays légal. Il en a fait une analyse qui n'a rien perdu de sa force de démonstration. Nous sommes bien encore aujourd'hui dans l'opposition frontale entre le pays réel et le pays légal. Je sais que quand nous parlons de cela, encore une fois, dans ceux qui pensent que leurs compromissions vont leur permettre tôt ou tard d'accéder au strapontin du pouvoir, eh bien ils rient, ils se gaussent, ils pensent que ce pays réel n'est plus qu'un vestige du passé. Alors oui, ils accueillent à leur tribune des francs-maçons, des représentants des lobbies interlopes. Ils ont vocation à avoir un peu de tout ce que la France décadente compose de communautarisme dans leur cénacle. Ils ont un peu de tout. Ils sont devenus une auberge espagnole qui simplement associe un drapeau français au celui du drapeau des États-Unis pour tenter de nous faire croire qu'avec le drapeau américain à leur côté et un conseiller néoconservateur, ils vont trouver la formule pour arriver à l'Élysée. Tout cela est ridicule. Le pays réel, certes, aujourd'hui, ce n'est plus le même qu'à l'époque de Charles Maurras, c'est vrai. Et l'opposition que nous pouvons constater, décrire entre le pays réel et le pays légal n'est plus totalement identique. Les choses ont évidemment changé. Il suffit de se promener dans n'importe quelle grande ville de France, de prendre place en se faufilant dans une rame de métro pour voir que le béret français n'est plus si fréquent. Mais le boubou, le voile, le hijab, le chapeau coloré, eh bien, oui, il y a de rappeurs, les deadlocks, les couleurs les plus arc-en-ciel, ont effectivement remplacé les costumes traditionnels de la France des terroirs et des clochers. Mais le pays réel reste, quoi qu'on en dise. Il est toujours là. Il est toujours là et nous devons, nous ici, nous devons aller le réveiller pour qu'enfin il y ait un mouvement qui se dresse. Le pays réel, ce sont nos paysans de France qui ont besoin qu'on les soutienne parce que c'est de notre devoir de se souvenir que c'est eux qui nous nourrissent, que c'est eux qui nous nourrissent bien, potentiellement, alors qu'on veut nous faire avaler la malbouffe industrielle vendue dans des supermarchés, importée par des multinationales. Eh bien, nous devons avoir le respect de nos paysans, nous souvenir qu'un paysan vaut mieux qu'un énarque, et que la terre ne ment pas, nous a enseigné le maréchal. Le pays réel, ce sont nos artisans, parce que eux aussi, ils savent ce qu'est la force du travail, du savoir-faire, du travail bien fait, de la transmission d'un savoir-faire qui n'a rien à voir avec les produits chinois que l'on nous importe et les robots qui doivent demain remplacer l'homme. Nous sommes pour l'homme et non pas pour la machine. Nous sommes pour Aristote et non pas Rothschild. Nous sommes pour le travailleur et non pas pour le spéculateur. Nous sommes pour Peggy et non pas pour Simone Veil. Nous sommes pour Maurras et non pas pour Rockefeller. Lorsque cette France des terroirs et des clochers, nous serons parvenus à la réanimer, à la réveiller, à la dresser
contre l'occupant qui peut être intérieur et extérieur. L'occupant peut parfois avoir une grande ressemblance physique avec nous, mais il n'en est pas moins un occupant. L'occupant peut par contre parfois prendre une forme physique très différente de la nôtre, mais il peut parfois n'être qu'un instrument d'un occupant plus difficile à identifier. Nous devons avoir cette volonté de lutter contre toutes les formes d'occupation, en n'oubliant jamais, comme l'a dit Bossuet, que Dieu se rit de ceux qui combattent les conséquences dont ils chérissent les causes. Je voudrais bien sûr vous rappeler enfin, parce que je sais que j'aurais tendance à parler longuement, à défendre ce pays réel avec beaucoup de volonté et j'espère de vitalité pour vous faire comprendre à quel point il est indispensable pour nous, mais je voudrais terminer par un texte de Charette que Maurras affectionnait beaucoup et qui nous renvoie à cette évocation du pays réel et du combat pour Dieu et la patrie auquel nous voulons être fidèles. Notre patrie à nous, écrivait le chevalier de Charette, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé devant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors, qu'est-ce que cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour? Cette patrie de Bilbao des 10 religions, pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau, mais nous l'avons sous les pieds, c'est plus solide. Et il est vieux comme le diable leur montre qu'ils disent nouveau, et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire. Mais en face de ces démons, qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs. Sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de fidélité. Merci à vous.